aujourd'hui on va parler de vos petites boulettes. Alors attention, aujourd'hui on va parler de vos petites boulettes post-programme. Je ne vais pas vous parler des erreurs que vous faites en démarrant l'alimentation réduite en glucides, parce que de toute manière, ces erreurs-là, vous allez les faire et apprendre à les corriger pendant le programme. Donc là, on est vraiment sur les erreurs que je continue à constater après le programme, que je constate pendant les séances de coaching commando, puisque je vous demande pendant le coaching commando de partager vos assiettes à chaque fois que vous mangez, et du coup ça me permet visuellement de voir tout de suite des erreurs, ou que je constate quand je coach en individuel les personnes qui ont déjà participé au programme. Donc ces erreurs-là, ce sont des erreurs de compréhension, ou ce sont des erreurs, vous savez, on en avait parlé la dernière fois de Jim et Albert en fait. Et il y a votre cerveau un peu primaire qui n'a pas forcément envie d'entendre ce que j'ai à lui dire, et du coup il vous continue à vous faire des petites erreurs parce que il oublie les trucs. Vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc ces petites erreurs, j'ai souvent besoin de les recorriger, même chez des gens qui pensent avoir tout bien compris, parce qu'ils ont un petit bout de leur cerveau qui ne veut pas entendre certaines choses. Autre chose, si vous perdez du poids en faisant ces erreurs, si vous êtes dans une bonne dynamique, les boulettes que je remonte là ne vous concernent pas. C'est toujours pareil, on est tous différents, et quand on n'a pas de problème avec la liste des aliments autorisés et les principes de l'assiette CETO, c'est pas la peine de chercher plus loin. Si vous arrivez à perdre du poids régulièrement sans vous priver, en respectant la liste des aliments autorisés que je vous partage, dans les proportions de l'assiette CETO que je vous apprends pendant le programme, mais continuez comme ça. Vraiment, les erreurs que je vous remonte là, c'est des erreurs parce que ce sont des erreurs que je constate chez des gens chez qui ça ne décolle pas, chez des gens qui sont bien dans la liste des aliments autorisés, ont bien compris, ou presque, les proportions de l'assiette CETO et n'arrivent pas à démarrer ou à optimiser leur perte de poids. Donc c'est comme tout, il n'y a pas le bien ou le mauvais, c'est juste que en fonction de vos objectifs et des réactions de votre métabolisme, il va falloir corriger de plus en plus pour aller vers le mieux chaque fois. Donc quand je parle de ces petites boulettes, je ne parle pas de choses qu'il ne faut absolument pas faire, je dis juste soyez-y attentifs, on revient sur les petits cailloux dont je vous ai déjà parlé, soyez-y attentifs parce que si ça décolle pas, c'est peut-être parce que vous faites ces petites erreurs. Je dis bonjour et j'attaque sur les premières boulettes que fait la team boulette. Marie-Agnès, bonjour. Franck, le problème de connexion, c'est toi. Ah bah forcément. Fabienne, bonjour. Toi aussi, problème de connexion, décidément. Après, je vous avouerai que dernièrement, j'ai trouvé que Facebook était un petit peu problématique. Je ne sais pas si c'est parce que, comme c'est les vacances, il y a plus de gens qui l'utilisent, mais c'est un peu lourd. Alors, la toute première boulette que vous faites, c'est de ne pas bien comprendre le principe de l'assiette CETO en termes de proportion. Alors cette boulette-là, vous la faites pour plein de raisons. Vous la faites déjà parce que vous vous obstinez avec vos macros, alors que comme je vous l'explique tout le temps, calculer ses macros, c'est bien, mais quand on calcule ses macros, et c'est une boulette qui revient très souvent chez les gens que j'accompagne, j'ai souvent des retours qui disaient oui, je bricolais trop mes macros au lieu d'être dans le simple de ton assiette CETO. Donc la toute première boulette, c'est le respect de l'assiette CETO. Oh Christine, levée très tôt de Montréal. Ah oui, effectivement, toi tu es levée très très tôt, Christine. Bon courage, double dose de café pour toi ce matin. Donc, ouais, la toute première erreur, c'est vraiment cette erreur de vous louper sur les proportions de l'assiette CETO. Alors les causes, ça peut être parce que vous n'avez pas forcément compris l'importance de respecter les proportions, ou parce que vous vous êtes un peu perdu avec les macros et du coup vous pensez que c'est plus important de respecter les macros que de respecter les proportions de l'assiette CETO. Or ça n'est pas le cas. Et les erreurs que je vois souvent, c'est beaucoup trop de légumes et beaucoup trop de fromage par rapport à la taille de votre viande. Ça n'est jamais un problème de quantité, vous le savez, c'est toujours un problème de proportion. Et comme vous n'écoutez pas quand je vous dis de mettre tout votre repas sur une même assiette, vous ne visualisez pas les proportions. Or, quand je vous dis de mettre tout votre repas sur une même assiette, et donc que le morceau de viande doit représenter la moitié de la taille de l'assiette, et que donc les légumes pas plus d'un quart, et que donc l'ensemble du gras que vous allez mettre
le beurre pour la cuisson, le fromage, le yaourt à la grecque ne doit pas dépasser un quart, et ben vous ne vous rendez pas compte, si vous ne faites pas cette assiette-là, qu'en mangeant une assiette avec moitié viande, moitié légumes, déjà vous avez explosé les légumes, et en plus vous rajoutez à ça un yaourt à la grecque et ou du fromage, et là vous vous retrouvez avec un truc où la viande ne représente plus qu'un tiers de ce que vous avez absorbé dans le repas. Donc c'est vraiment important au niveau de toute cette première boulette de comprendre l'importance de respecter les proportions. Et quand je vous dis de tout mettre sur une assiette pour bien visualiser, c'est le plus facile et le plus simple. Parce que si vous mettez un steak haché avec 3 cuillères à soupe de courgettes en face, vous allez vite vous rendre compte que le steak haché, il ne fait pas exactement le double de la portion de courgettes et que pour rentrer dans le petit quart qui reste, vous allez pouvoir mettre un petit bout de beurre et un tout petit bout de fromage. Pas le yaourt à la grecque. Pas l'avocat entier, parce que l'avocat entier, il représente la taille du steak et il devrait se situer dans la part de gras. Donc c'est vraiment important de bien comprendre cette importance du respect des proportions. Et la seule solution pour le faire, c'est ce que je vous oblige à faire en coaching commando, c'est de m'envoyer une photo de tout votre repas en une seule fois, de préférence sur la même assiette, parce que vous vous obligez à faire cette assiette, ça vous permet de voir très vite que généralement vous n'avez pas assez de viande pour compenser tout ce que vous avez envie de mettre autour. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'en mettre moins autour, parce que vous pouvez avoir envie d'une belle poignée d'épinards et d'un beau morceau de fromage. Donc c'est pas vous priver des choses qui vous donnent envie, c'est de rajouter suffisamment de viande pour que la viande fasse toujours le double de la quantité de légumes et de la quantité de gras, fromage, laitage que vous allez ajouter à côté. La deuxième boulette que vous faites dans cette assiette céto, c'est que vous confondez protéines et viande. Pas seulement au niveau des quantités, parce que ça je pense qu'à la fin du programme vous avez bien compris que dans 100 g de viande il n'y a que 25 g de protéines et que donc il faut en manger pas mal. C'est surtout que vous ne comprenez pas, et je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, je pense que c'est votre cerveau qui ne veut pas comprendre, quand je vous parle d'un vrai morceau d'animal. J'ai régulièrement des personnes en coaching qui mangent une boîte de thon en guise de viande à midi. J'ai même des gens qui me disent j'ai mangé des surimi. La vraie viande, c'est un morceau d'animal cru, pas en conserve, pas transformé, un morceau d'animal cru que vous achetez et que vous pourriez couper vous-même sur l'animal, pas du saucisson, pas de la saucisse, un morceau d'animal cru que vous cuisez vous-même. Ou que vous achetez cuit parce que vous êtes au resto et que forcément ça va être compliqué de faire cuire votre entrecôte. Mais vous comprenez bien l'idée, quand je dis que la moitié de votre assiette doit être composée d'un morceau d'animal, on est vraiment sur un morceau d'animal. J'ai jamais vu de saumon fumé nager dans l'océan. Le saumon fumé, ça n'est pas un morceau d'animal. C'est un morceau d'animal, mais c'est surtout un produit transformé. Donc, ne confondez pas ces choses-là. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais manger de saumon fumé, mais clairement, vous ne pouvez pas remplacer votre vrai morceau d'animal par du saumon fumé. Vous pouvez rajouter du saumon fumé avec des œufs le matin au petit déjeuner si vous avez envie, mais à 2 repas par jour, ou à vos 2 principaux repas par jour, il faut qu'il y ait de l'animal, pas de l'animal transformé ou pas des choses qui ne ressemblent pas à de l'animal. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que vous pourrez me dire, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà la composition, c'est jamais vraiment la même que le morceau d'animal frais. Le saumon fumé, c'est beaucoup plus gras que le saumon frais. Le thon en boîte, c'est beaucoup plus plein d'iode que le thon frais. Voilà, il y a cette notion-là. Il y a un problème avec les histamines aussi qui sont potentiellement inflammatoires et qui se développent sur les poissons quand ils ne sont pas tout à fait frais, qui se développent dans les conserves de poissons et de légumes, qui se développent sur la viande qu'on fait cuire et qui attend pendant une semaine dans le frigo. Donc soyez conscients que l'idéal dans vos repas, c'est un vrai morceau d'animal. Je ne dis pas que vous n'allez jamais manger de saumon fumé à la place de votre morceau d'animal. Juste, n'imaginez pas que c'est la même chose. Soyez bien conscient que quand vous mangez un morceau de saumon, 2 tranches de saumon fumé avec un peu de concombre à midi, vous n'avez pas fait vos devoirs sur la viande. Donc ouais, le thon, le saumon fumé, les œufs, ça complète, mais ça ne peut pas remplacer un vrai morceau d'animal. Ce morceau d'animal, idéalement, vous l'avez acheté cru et vous l'avez cuisiné. Il peut être congelé cru et cuisiné ensuite, mais
pas de conserve, pas de boitage, pas de trucs fumés, pas de charcuterie, pas de salaison. La seule salaison, entre guillemets, qui est acceptable, c'est du jambon blanc. Et là encore, le jambon blanc, ça n'est jamais aussi bien qu'un morceau d'animal. Donc c'est bien au petit déjeuner, mais ça n'est pas forcément valable à vos principaux repas de la journée. Est-ce que vous avez des questions sur ces premières boulettes ou est-ce que je continue? Poulot, personne. Ah, dans l'assiette, c'est eau, comment prendre en compte les lipides utilisés pendant la cuisson et le beurre? Alors, on va y revenir parce que je vais parler du gras, mais clairement, on va essayer de pas les compter vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend. Si tu mets un petit morceau de beurre ou si tu mets un peu d'huile de coco pour faire revenir tes courgettes, dans tous les cas, dans ton quart d'assiette, tu vas pouvoir mettre un peu de fromage et peut-être un quart d'avocat, par exemple. Ces gras-là sont des gras, les gras de cuisson et les gras d'assaisonnement sont des gras, généralement, on n'en met pas tant que ça, on se rend compte. Donc, évidemment, si tu badigeonnes à l'huile d'olive, tes haricots verts et que tu manges la sauce à la petite cuillère, il va falloir que tu réduises un peu la part de gras que tu mets dans le quart parce que tu auras déjà eu une grosse part de gras. Ça, pour le coup, c'est vraiment à l'instinct, entre guillemets, et il faut être un peu lucide. Si vous mangez de la viande de canard cuite dans de la graisse de canard avec des courgettes sautées dans la graisse de canard, vous êtes sur un repas déjà très gras, donc vous mangez peut-être un petit bout de fromage, mais c'est pas la peine d'en rajouter plus. On va y revenir quand je vais vous parler du gras tout à l'heure. Est-ce que viande fraîche congelée c'est ok? Je viens de le répondre, donc tout va bien. Congelée, ça va, même si elle perd un peu en densité nutritionnelle, ça reste quand même de la bonne viande. Ce qui est important, c'est qu'elle ne soit pas transformée. Je prends un repas au travail, mais je fais moi, et j'avoue que je n'ai pas toujours d'idée en ce moment, avec un peu de peine avec la viande, à part le poulet. Moi, je fais du roast beef. Quand je bossais, je faisais du roast beef d'avance et je coupais des tranches de viande froide. Je faisais des cuisses de dinde que j'ai filées et que je mangeais avec un œuf dur et de la mayonnaise. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire pour l'amener avec toi. Clairement, c'est pas forcément la panacée tout le temps, mais franchement, faire cuire des rôtis, des cuisses de poulet, faire cuire de la cuisse de dinde, préparer du bloubi boulga d'avance et amener ton bloubi boulga au travail pour le manger réchauffé au micro-ondes, ça marche très bien. Ensuite, les boulettes. Donc, les légumes pas verts. Ah, ça c'est compliqué. Ça, c'est une boulette que vous me faites tout le temps. Même en coaching commando, parce que c'est fou, en coaching commando, dans les consignes, il y a écrit les légumes exclusivement de couleur verte ou feuilles. Et je vois des radis et des navets. Les radis, les tomates, les navets ne sont pas des légumes verts. La tomate, l'aubergine, le poivron, ce sont des solanacées qui sont potentiellement inflammatoires. Le radis, le navet, le chou rave, le céleri rave, ce sont des racines qui poussent sous terre et dont les glucides ne sont pas composés de la même manière que ceux qu'on trouve dans les légumes verts et les légumes feuilles. Donc, si vous maigrissez en mangeant des frites de navet tous les jours, tant mieux. Mais alors, faites-vous plaisir. Mais si vous n'arrivez pas à décoller et que tous les jours dans votre assiette, il y a des tomates cerises, coucou la tomate concentrée encore plus sucrée, et des radis, il faut peut-être que vous vous interrogiez sur pourquoi Sophie, elle dit toujours les légumes les plus verts possibles. Parce que dans les légumes les plus verts possibles, il y a moins de glucides et surtout ce sont des glucides qui sont assimilés différemment que les glucides plus riches en amidon, des légumes qui poussent sous terre, ou que les glucides plus proches du fructose, des légumes qui ne sont pas verts. Quand je vous affirme quelque chose, généralement, c'est parce que d'une part, il y a un aspect scientifique à la chose, et d'autre part, il y a un aspect expérimentation, parce que vous imaginez bien qu'en ayant coaché 200 personnes depuis 2 ans, j'ai bien vu, moi, que les légumes verts, ça fonctionnait mieux aussi sur les autres et pas que sur moi. Parce que ça fait 15 ans que j'expérimente, mais en plus, maintenant, depuis 2 ans, j'ai la chance d'expérimenter sur des coachés, donc je le vois bien. Le légume vert ou le légume feuille est plus propice à une perte de poids, et quand vous mangez des radis, quand vous mangez des tomates cerises, la tomate cerise,
cerises, c'est hyper concentré en glucides. C'est pas pour rien que c'est super bon, hein, c'est super sucré. Quand vous faites des ratatouilles à base de poivrons et d'aubergines, bah forcément, vous risquez de saboter votre perte de poids parce que ça n'est jamais aussi bien qu'un légume vert. Alors là encore, je ne dis pas qu'il faut jamais manger de légumes rouges. Je ne dis pas qu'il faut jamais vous faire une ratatouille. Je dis juste que quand vous faites une ratatouille, ayez conscience que vous ne faites pas vos devoirs au niveau des légumes verts, mangez-en un petit peu, un jour dans la semaine. Ne faites pas une ratatouille qui va vous durer 3 ou 6 jours pour arriver à la fin de la semaine vous dire « Ouais, je ne comprends pas, j'ai repris cette semaine. » D'accord? Voilà, essayez de comprendre ça. Les choux à feuilles. Alors, les crucifères, c'est différent. Les crucifères sont généralement autorisés. Alors, les choux à feuilles, bien entendu, ce sont des légumes feuilles, tout comme le Facebook user qui demande les blettes. Bah, les blettes, c'est des légumes feuilles, hein, plus feuilles que ça, je vois pas. Faites attention juste aux choux-fleurs, même aux choux dans leur ensemble, mais les choux-fleurs, les choux romanesco, les brocolis, ça peut donner mal au ventre. Si ça vous donne mal au ventre, c'est potentiellement parce que c'est inflammatoire pour vous. J'ai constaté aussi chez certains participants que manger du chou-fleur trop dans la semaine, c'est pas bon. Donc pareil, essayez de favoriser légumes verts, légumes feuilles, et de temps en temps vous mangez du chou-fleur, mais ne vous faites pas des plâtrés de chou-fleur matin, midi et soir pendant 3 jours, juste sous prétexte que vous avez acheté un gros chou-fleur et qu'il faut le manger. Ok, on est bon pour les légumes. On va parler des laitages. Ça aussi, c'est une boulette que vous faites souvent, c'est de ne pas comprendre l'importance de limiter les laitages. Les laitages, alors, il y a plusieurs choses et on en a déjà parlé dans les lives qui concernent les inflammations, etc. Donc, je ne vais pas y revenir. Je vais juste revenir sur un côté très pratico-pratique. Un laitage, plus il est dur et sec, moins il est riche en lactose. Mais en même temps, un laitage, plus il est mou et frais, moins il est riche en caséine. Ce sont les deux éléments qui peuvent poser problème. Donc du coup, je ne peux pas vous dire s'il faut que vous mangez du fromage dur ou du fromage mou. Ça va être à vous de le découvrir. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les laitages, tous quels qu'ils soient, que ce soit le fromage, la crème fraîche, le fromage blanc, les yaourts, sont potentiellement insulinogènes, c'est-à-dire qu'ils déclenchent la sécrétion d'insuline et que donc non, on ne mange aucun produit laitier au petit déjeuner si on ne perd pas de poids, parce que si vous mangez du fromage blanc tous les matins au petit déjeuner et que vous ne perdez pas de poids, c'est probablement parce que vous débutez la journée avec un pic d'insuline. Donc le matin, au petit déjeuner, si on veut mieux faire et si on veut éviter la boulette, on évite le fromage blanc ou le fromage ou les petits suisses ou la crème fraîche dans le café. Pas de produits laitiers au petit déjeuner pour commencer la journée sur une bonne base sans avoir un pic d'insuline. Les produits laitiers devrait toujours être réservé au repas où vous faites bien les devoirs sur la viande, puisque vous savez que c'est la viande qui permet de compenser les pics glycémiques, qui permet d'accélérer le métabolisme et qui permet d'apporter la satiété. Donc normalement, vous ne mangez du fromage ou un laitage qu'au repas où vous avez bien fait vos devoirs sur la viande. Idem, on ne mange pas de yaourt, fromage blanc ou fromage au goûter, ou du moins on évite parce que tout seul, il n'a pas le même impact que s'il est mangé dans un repas où vous avez bien fait vos devoirs sur la viande. J'ai l'impression de me répéter, mais je pense que ça a besoin de rentrer. Donc sur la viande, sur le fromage, pardon, c'est une portion par repas et idéalement c'est même une portion par jour. Cette semaine, il y a encore Audrey qui en a parlé sur le groupe. Elle avait un peu ralenti sa perte de poids, elle perdait plus et à partir du moment où elle a déplacé son fromage du soir au midi, donc une seule fois par jour et à midi, elle a redécollé. Donc c'est des choses qu'il faut expérimenter, mais si vous vous rendez compte que vous ne perdez pas de poids en mangeant une portion de fromage le midi et par exemple un yaourt à la grecque le soir, supprimez déjà celui du soir et si ça marche toujours pas, supprimez tous les produits laitiers pour voir si vous n'avez pas un problème inflammatoire. Mais dans tous les cas, même si vous n'avez pas de problème inflammatoire, la bonne pratique, c'est quand même une portion de laitage fromage par repas, voire une portion par jour. Ça veut dire que si vous faites une poiriflette en accompagnement de votre steak, vous ne mangez pas encore du fromage derrière. Ça veut dire que si vous mangez un beau morceau de fromage dans le cadre d'un repas où vous avez déjà mis bien de l'huile d'olive sur vos trucs et bien du beurre pour faire cuire la viande, vous ne rajoutez pas encore un yaourt à la grecque, parce que si vous mettez le fromage, le yaourt à la grecque et les huiles dans le quart de l'assiette, vous vous rendez vite compte que vous n'avez pas mangé assez de viande ni assez de légumes pour éponger tout ça.
Alors, si on fait bien son devoir, bah voilà, j'ai répondu, Manou, plutôt le midi. Si vous faites bien vos devoirs, c'est plutôt le midi. Enfin, chez la plupart des gens, c'est plutôt le midi. Après, peut-être que toi, tu peux le manger le soir, mais clairement, j'ai l'impression que ça marche mieux quand on mange son fromage à midi. Son fromage ou son yaourt. Donc, pas forcément tous les jours, les laitages. Essayez, si vous avez des problèmes avec les laitages, si vous constatez les laitages et que vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, essayez de favoriser plutôt les fromages frais de chèvre et de brebis qui auront peut-être un peu moins d'impact. Et c'est vraiment une composante plaisir dans votre repas, ça n'est pas la base de votre repas. Pensez que à manger 2 gros morceaux d'emmental, un œuf dur, une tranche de jambon à midi, ça suffit. Ça n'est pas une assiette céto, ça c'est un pique-nique et ça ne peut pas être votre quotidien. Après, c'est toujours pareil, la vie elle n'est pas linéaire, on fait ce qu'on peut, on mange ce qu'on peut, mais dès que vous avez le choix et dès que vous avez la possibilité d'être dans les clous, favorisez la vraie viande, les légumes les plus verts possibles, idéalement les légumes les plus feuilles possibles et soyez raisonnable sur les laitages. Je vais à Beaufort dans 15 jours. Ah non, mais m'en parle pas, Manou. Moi, j'ai passé 3 mois là quasiment à côté du Cantal, entre la Corrèze, le Cantal, etc. Mon mari est un maniaque de fromage, il fait le plein tout le temps, j'arrive pas. Et là, j'ai grossi et j'ai mal aux mains. Donc, je sais qu'il faut que j'arrête le fromage, mais c'est l'enfer. Je pense que la semaine prochaine ou la semaine suivante, on va être en vacances avec mon mari la semaine suivante. Et je pense que je vais juste supprimer tous les laitages pendant cette semaine, parce qu'on sera en Bretagne. Donc, je me ferai du bon beurre breton sur ma viande, mais c'est tout parce que là, il faut que j'arrête. J'ai trop mal aux mains. Et donc, on va terminer avec la toute dernière boulette. Oh là là, j'ai fait vite aujourd'hui. 11h29, on a déjà fini. Je vais pouvoir vous parler de ma vie après. La toute dernière boulette que vous faites, c'est trop de gras. Je sais pas pourquoi, hein, parce que j'essaye moi pourtant dans le programme de vous expliquer que c'est pas le gras qui fait maigrir et que le gras c'est pas la peine d'en rajouter des tonnes, que c'est pas un objectif, etc. Mais je sais pas, ça marche pas. Donc je vais vous réexpliquer. Le gras, c'est une variable d'ajustement énergie. Souvent, je vois des gens qui mettent du gras dans leur café tous les matins systématiquement sans avoir réfléchi si c'était un problème d'énergie ou pas. Alors, c'est bien, hein, c'est bon le café gras, moi j'adore le goût du café avec le beurre, mais si c'est une journée où vous n'allez pas avoir une dépense énergétique folle, et si vous avez bien équilibré vos apports autour, c'est peut-être juste du gras en trop. Donc mettre du gras systématiquement sous prétexte que quand on est en alimentation réduite en glucides, on fonctionne avec le gras, bah, c'est empêcher votre corps d'aller puiser dans ses ressources. Donc oui, il faut manger gras parce que le gras, c'est ce qui nous tient en termes d'énergie quand on n'a plus les glucides. Oui, il faut manger gras parce que le gras, c'est la source la plus concentrée de calories et que si vous enlevez, si vous faites zéro glucides et très peu de gras, vous allez être en hypocalorique et du coup, vous allez mettre votre corps en veille. Mais c'est pas une raison pour mettre du gras partout, tout le temps. Un avocat entier dans un repas, c'est trop. L'avocat, c'est du gras. C'est un quart d'avocat dans le coin de l'assiette. C'est pas un truc qui remplace les légumes. Le, les goûters avec du fromage et du beurre, moi je le fais parce que j'ai plus besoin de perdre du poids, même si là en ce moment je pense que j'aurais besoin d'arrêter. Mais si vous êtes au début de votre démarrage de perte de poids, vous n'avez pas forcément besoin de vous faire du fromage et du beurre au goûter. Il y a un moment où il faut juste être réaliste. Donc si vous décollez pas, et si vous avez l'impression de ne pas décoller alors que vous faites tout bien, interrogez-vous sur est-ce que je ne mettrai pas trop de gras partout. Parce que oui, c'est bien de mettre du gras, et oui, au début, je vous recommande d'en mettre parce que ça aide à passer le cap de la grippe céto, parce que ça permet à votre métabolisme de comprendre que c'est le gras qui va le faire fonctionner, mais arrêtez d'en mettre partout tout le temps si vous n'en avez pas besoin. Si vous n'êtes pas fatigué, si vous n'avez pas des gros coups de barre en fin de matinée, le gras dans le café le matin, il n'est pas nécessaire. Alors ça peut être un petit plaisir, mais à force de le systématiser, vous prenez direct 10-15 grammes de lipides tous les matins pour rien. Alors, le lait et les yaourts de soja, Marie-Agnès. Alors, je suis très dubitative. C'est-à-dire que moi-même, je mange des sojasun gratuits. Des sojasun nature sans sucre régulièrement. C'est ma petite touche plaisir à la fin du repas, souvent. C'est vraiment, il faut essayer. Personnellement, je sais que ça ne me pose pas de soucis. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que je mange un sojasun nature qu'un laitage. Mais je ne peux pas en manger tous les jours malgré tout. Après, le soja, c'est pas forcément recommandé non plus d'en manger tout le temps. Donc,
Voilà, j'ai pas trop d'avis sur le soja. Euh, Ça reste un aliment hyper transformé, hein. Le soja, ça pousse pas en crème. Euh, c'est beaucoup plus transformé qu'un yaourt parce que la transformation du yaourt, c'est des ferments et c'est le yaourt qui se transforme lui-même. Le soja, il y a un gros besoin d'industrialisation pour transformer du soja en yaourt de soja. Donc, je pense que voilà, c'est acceptable, mais c'est comme tout, c'est pas tous les jours. Et idéalement, il faudrait que ça vienne dans ce quart d'assiette plaisir, hein, c'est-à-dire pas du yaourt de soja à la place de la viande ou pas du yaourt de soja en plus du fromage et de l'avocat, quoi. Même si c'est pas gras en soi, c'est juste que quand tu rajoutes des choses dans cette partie-là de l'assiette, bah, du coup, tu déséquilibres tu disproportionnes ton truc. Moi j'ai fini sur vos boulettes, alors il est déjà 19, il est seulement 11h34, on a fait super vite. Je sais pas si c'est l'été, hein, mais on fait des lives super rapides. Si vous avez des questions sur les petites erreurs que vous avez besoin de corriger, dites-le moi maintenant. Sinon je vais vous laisser après vous avoir fait mes adieux. Ça n'est pas le dernier live de la saison. Le dernier live de la saison 2020-2021, c'est samedi prochain. Après, je serai en vacances pendant une dizaine de jours, donc je ne ferai pas de live et je reviendrai pour le live, je crois, du 28. Du 28, donc on sautera 2 lives, le 15 et le 22. Voilà. Tac, tac, pas de questions. T'es chaud? Café trop chaud? Pas de questions. Sabine, bon replay pour moi. Bah ouais, alors vu qu'on fait des lives super courts en plus, bah du coup c'est replay. Alors, chocolat après repas 85%. Alors le chocolat après le repas, bah c'est oui, et ça dépend. Si tu fais super bien tes devoirs sur la viande, que tu respectes bien les légumes, etc., ça n'a pas trop d'impact. Un carré de chocolat après chaque repas. Mais après, ça peut être aussi, pour certaines personnes, un vrai frein à la perte. Le chocolat, il contient des histamines, donc il peut être inflammatoire. Voilà, faut absolument étudier et être... je pense que la chose qui est la plus compliquée... Enfin, il y a deux choses compliquées. D'une, vous n'avez pas forcément la compréhension de tout ce qui est potentiellement problématique, même si j'essaye de vous l'expliquer, parce que clairement, bah, vous n'avez pas 15 ans de recherche et de compréhension du truc, donc forcément, même si je vous donne tout ce que j'ai comme information, ça rentre pas forcément aussi vite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être problématiques. Les solanacées qui sont inflammatoires, les oxalates dans les légumes feuilles crues, l'acide phytique dans les noix et les amandes, etc. etc. J'en ai déjà parlé pendant des lives entiers. On a déjà fait un live sur les petits cailloux. Compliqué de tout vous expliquer. Donc gardez bien en tête les légumes les plus verts et les plus feuilles possibles et vraiment bien faire vos devoirs à chaque repas. Après, tout ce que vous ajoutez autour, c'est un petit caillou de plus. Ça va être à vous de voir si vous dérapez. Un repas gastronomique avec un verre de vin, c'est vraiment... Bah, après, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, j'en sais rien, je sais pas combien de poids tu as à perdre. Voilà, mais clairement, chaque fois que tu fais un repas gastronomique avec un verre de vin et que tu remanges des glucides, tu repètes la machine et tu repars dans le déséquilibre. Donc après, c'est à toi de voir à quel niveau tu es prêt. À quel point tu es prêt à courir ce risque à chaque fois, mais je t'invite à regarder le live où je parlais de la mécanique de la perte de poids. Clairement, quand on démarre une alimentation réduite en glucides, on essaye de désencrasser un moteur qui a été encrassé par des années d'alimentation qui ne correspondaient pas aux besoins du moteur. Si toutes les semaines, après avoir passé une semaine à faire des efforts pour le désencrasser, tu lui remets une couche de crasse, bah c'est juste contre-productif et à la fin ton moteur il tournera jamais rond. Donc après c'est vraiment à toi de voir. Pour moi le repas de la triche, le cheat meal par semaine avec du vin et des glucides, c'est niette quoi. Le verre de vin c'est exceptionnel de temps en temps, de préférence un vin blanc sec, mais tu peux pas, enfin si tu changes rien, rien ne changera. Voilà. Bonjour Jean. Composition d'une bonne sauce grasse. Pourquoi tu veux une sauce grasse? Je comprends pas.
La sauce grasse, elle n'est pas nécessaire, de la même manière que j'ai expliqué qu'on n'est pas obligé de mettre du gras partout. Ce qui compte, c'est d'avoir une bonne viande qui n'est pas trop sèche et de mettre du beurre pour la cuire, éventuellement de la crème dans ses épinards, éventuellement de l'huile d'olive sur ses légumes, de manger un morceau de fromage, mais le gras n'est pas un objectif en soi. Donc une bonne sauce, si tu fais une bonne sauce, tu fais la sauce que tu as envie de faire, en sachant que moins il y a de tomates dedans, mieux tu te portes, que tu as le droit de mettre du gras et qu'il faudra en tenir compte parce que si tu fais une sauce très grasse, tu ne manges pas de fromage et t'évites de rajouter encore du beurre dans ton steak. Enfin, voilà, c'est un équilibre. Il faut bien comprendre un truc, c'est que le minimum vital pour l'être humain en acides aminés, donc les protéines, les acides aminés, c'est environ 50-60 grammes d'acides aminés par jour. C'est un minimum vital pour un être humain adulte. Donc 50-60 grammes de protéines par jour, c'est 200-240 grammes de viande minimum. Le minimum vital pour un adulte d'une soixantaine, 70 kilos. D'accord, c'est le minimum vital. Le minimum vital en acides gras, pour le fonctionnement du corps, on est en dessous de 10 grammes. Donc quand on est en alimentation réduite en glucides et qu'on fait ses devoirs sur la viande, on a largement comblé le minimum vital. Après, c'est juste une variable d'énergie et d'apporter plus ou moins d'énergie à son corps parce qu'il ne faut pas tomber dans l'hypocalorique et que le gras, avec 9 calories par gramme de gras, et sachant que quand on met du beurre, c'est 85% de gras, donc du coup on est très calorique tout de suite, on monte les calories et on apporte plus d'énergie à son corps, mais on n'est pas dans un minimum vital de remplir ses besoins en gras. Chacun a ses propres boulettes. Oui, on en fait tous. Et c'est bien parce que c'est généralement comme ça qu'on apprend et clairement dans le coaching commando je le vois, vous en sortez beaucoup en me disant c'est top parce que le fait d'avoir vu mes assiettes et les erreurs faites par les autres et d'avoir chaque fois des commentaires sur les choses que je peux améliorer, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses. Je pense qu'il y a vraiment un espèce d'effet répétition qui est nécessaire parce que vous lisez le programme, vous avancez, vous regardez les lives, mais il y a des moments où il y a des choses qui n'impriment pas vraiment et c'est quand vous faites la boulette et que je vous dis que c'est une boulette que vous la rattrapez en fait. C'est-à-dire que j'ai beau vous dire faites comme ci, faites comme ça et ne faites pas ça, c'est quand vous la faites et que je la constate et que je vous la remonte, je vous remets votre nez dedans, que vous la voyez vraiment. L'expérimentation, il n'y a que ça de vrai.